Bien, donc le quorum est atteint, nous pouvons donc valablement siéger. Nous allons désigner un ou une secrétaire de séance. Je n'ai plus en tête, la dernière fois c'était Madame Garnet, donc je Montfort a déjà siégé, a déjà été secrétaire de séance. Non, Madame Rousseau a déjà été, Monsieur Ardevin n'a jamais été, je crois. Peut-être? Jalousie en fait. Allez, Madame Coste est volontaire. Madame Coste est active volontaire. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci pour elle. Alors, je vais tout de suite lever la séance, puisque je vais laisser le soin. Vous savez que depuis le 1er février, nous disposons d'un service de police municipale, donc qui est en activité, qui est désormais dispose quasiment de la totalité de son équipement, puisque son véhicule est en fonction depuis aujourd'hui. Hein, donc, vous avez rentré va être restitué. On a un certain nombre de matériels, notamment sur les télécommunications, qui sont maintenant disponibles. Et nous allons très rapidement euh, recruter un deuxième agent. Voilà, nous avons fait des entretiens. Il ne nous reste plus qu'à effectuer maintenant le choix du deuxième agent qui devrait nous rejoindre avant l'été. Donc je vais donner la parole à M. Tricard, qui est notre chef de service de la police municipale. Je vais lui laisser le soin de se présenter. Voilà. Bonsoir à toutes et à tous. Vous m'entendez? Ah non. Donc Bruno Tricard, 56 ans, 2 enfants, un petit enfant, et très heureux d'être à Ludo. Alors comme je l'ai dit tout à l'heure, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis particularité, je suis du plus beau coin de la France, je suis issu de l'âge de la Gironde, mais aussi du Pays Basque, auquel je tiens énormément. Je suis très heureux d'être parmi vous et par cette présentation. Vous avouez que c'est un vrai challenge. Je remercie Monsieur le maire, Madame la première adjointe et Monsieur Garcia qui ont été à l'origine de mon recrutement. Très heureux de pouvoir mettre en place une police municipale. Je crois que les Lidonnaises et les Lidonnais en demandaient. C'est vrai que la présence, c'est primordial. Je ne suis pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, je ne suis pas un acharné du carnet à souche, c'est l'ancien terme qu'on nous donne du PDE, mais je sais faire preuve aussi de rigueur. Avant tout, je pense que la proximité de l'Idoise et des Lidonnais est une priorité, et c'est pour cela que, en accord avec Monsieur le maire et le conseil municipal, je suis dans une période de pédagogie envers les administrés, et je reste à leur disposition. Voilà. J'ai un parcours atypique. J'ai commencé ma carrière, ma vie dans la Marine nationale. J'en suis très fier. J'ai effectué une vingtaine d'années au sein de la mairie de Bordeaux, tour à tour sur la voie publique, ensuite à la police municipale. Et je me suis expatrié dans une région particulière, qui est le sud, plus précisément la Camargue et les Sainte-Marie-de-la-Mer pendant 2 ans. Mais le sud-ouest me manquait, donc je suis revenu. Donc je suis là pour vous, pas jour et nuit, mais pas loin. Je suis disponible et ma femme est au courant de toute manière, elle me supporte depuis quelques années comme ça. Donc je ferai ce qu'il faut pour rendre un service efficient aux Lidonnaises et aux Lidonnais. Merci. Bien, merci beaucoup de cette présentation. Bon, bien entendu, pourrez vous adresser des questions particulières. Donc, effectivement, les missions, on les avait déjà évoquées ici tous ensemble. Les missions principales sont celles justement de proximité et de tranquillité publique. Et voilà, ça ne se met pas en place en un mois. Il y a des choses qui sont faites. C'est au
fur et à mesure que les choses vont se mettre en place, que ce service trouve toute sa place justement auprès des données et puis arrive à toute son efficacité. Une des premières opérations d'ailleurs dont nous avons parlé cette semaine, c'est une médiation sur un secteur de voisinage. Donc ça, c'est des choses qu'on pouvait difficilement faire précédemment. Et on va mettre en place aussi l'opération de continuité vacances qui sera partagée avec la gendarmerie que nous aurons cette action-là sur place. Donc on va pas le temps de fixer le document. On va se sont encore fait. On va le faire dans pas très longtemps. On va peut-être finir à préparer ça parce que voilà, donc c'est démarche qui se met en place. Effectivement, le service est ouvert et visible et dans les locaux d'Amérique. Donc, bien entendu, n'hésitez pas et n'hésitez pas à le faire connaître autour de vous. En tout cas, encore une fois, bienvenue chez nous dans nos effectifs. C'est tout cas, puis j'espère que vous resterez longtemps chez nous pour structurer un service solide et efficace. Merci beaucoup. Bien, donc je réouvre la séance, nous reprenons la séance. Séance traditionnelle à cette période de l'année, avec tous les aléas que nous avons pu connaître concernant les aspects financiers. Donc, cette séance sera pour l'essentiel au budget, et notamment au rapport d'orientation budgétaire. Et je passe donc pour cette libération que ce n'est pas la parole à M. Gonzalez qui va nous présenter le débat d'orientation budgétaire et surtout le rapport d'orientation budgétaire. Tous. Il paraît qu'il est toujours bon de faire de nouvelles expériences. Alors, j'avais fait cette année, je ne vais pas compter exactement, je pense que c'est mon 8e rapport d'orientation budgétaire. C'est toujours aussi intéressant à faire, mais voilà, l'expérience est assez particulière dans la mesure où la loi de finances a été votée en février 2025, ce qui est quand même assez rare. Nous avons de notre côté eu quelques régularisations comptables nécessaires et qui porteront leurs fruits dans l'avenir, mais qui ont été un peu tardives, donc difficiles à intégrer également. Bref, c'est le rapport le plus laborieux que j'ai pu avoir à établir, mais j'ai quand même le plaisir de vous le présenter sous une nouvelle forme, d'ailleurs un peu plus ludique et probablement un petit peu moins longue que d'habitude. En tout cas, s'il y a des compléments à donner, n'hésitez pas à les demander, ça sera avec plaisir. Donc d'abord, évidemment, le rapport d'orientation budgétaire, je le rappelle, c'est une règle légale. Il doit être obligatoirement présenté avant le vote du budget dans les 10 semaines et préalablement à la séance, c'est-à-dire qu'on ne peut pas voter le rapport d'orientation budgétaire. Ça marche ou pas? Ah, ça marche pas. C'est bien, tu as baissé le son. Non, c'est très bien comme ça. Donc, on ne doit pas voter à la même séance le rapport d'orientation budgétaire et le budget pour que les conseillers municipaux puissent réfléchir au vote du budget, bien entendu. Donc, le contexte juridique est toujours le même. Il y a un cadre légal, un contenu obligatoire et une temporalité que je viens de rappeler. Ce n'est pas l'essentiel, mais néanmoins, ça doit être respecté. J'y arriver, c'est pas sûr. La première partie d'un rapport d'orientation budgétaire, alors juste, j'ai oublié de préciser qu'un rapport d'orientation budgétaire précède le débat d'orientation budgétaire. C'est-à-dire que vous pourrez poser des questions et nous pourrons débattre si vous le souhaitez. C'est toujours mon plaisir de le dire. Donc, perçu l'environnement macroéconomique, parce que pour qu'on puisse établir un budget et en discuter, il faut-il savoir dans quelles conditions internationales et nationales nous travaillons. Voilà. C'est bien parce que là, on ne voit rien, c'est pas grave. Donc, en termes de politique monétaire et d'inflation, l'année dernière, nous étions dans une période inflationniste forte avec beaucoup d'incertitudes sur l'évolution dans le cours de l'année 2024. En réalité, l'inflation a baissé, continue à baisser d'ailleurs actuellement. Elle est prévue, elle s'établit pour la zone euro à 2,16%, pour les États-Unis à 2,05%. Et
le taux de placement de la BCE est à 3,5, sachant que depuis, il a baissé et qu'il va probablement continuer à baisser, au moins en Europe. C'est une photographie à un instant donné. L'évolution pour cette année encore n'est pas très connue. Il y a beaucoup d'incertitudes encore, notamment en raison d'un changement assez important, bien sûr, au niveau des élections américaines, puisqu'on est passé des démocrates aux républicains. Je ne fais pas de commentaires sur la politique qui est menée actuellement, ce n'est pas mon rôle. En termes d'échanges internationaux et donc en termes d'inflation ou de taux d'intérêt. Donc, là encore, au moment où on se parle, on ne sait pas trop comment les choses vont évoluer, notamment au niveau des coûts de l'énergie, au niveau des valeurs, notamment du dollar et des taux d'intérêt. Donc, ce sont des choses qui paraissent évidemment un peu lointaines pour nous, à Ludo, mais qui auront des répercussions parce que, évidemment, nous empruntons d'abord, donc les taux d'intérêt ont un intérêt pour nous. Les coûts de ce que nous supportons supportent l'inflation comme pour tout le monde. Ça veut dire qu'effectivement, on peut avoir des variations entre ce qui est prévu et ce qui est réalisé en cours d'année. En matière de répercussions sur le budget, bien évidemment, que le contexte national a aussi son intérêt, sur des contextes dont je viens de parler, l'inflation, le déficit effectif, le déficit budgétaire, le contexte législatif. Le contexte législatif, on le connaît, il est quand même aussi nouveau, on va dire, pour la plupart d'entre nous, qui n'avons pas connu la quatrième République. Et donc, effectivement, pour la plupart d'entre nous, nous avons toujours connu une majorité stable à l'Assemblée nationale, ce qui n'est pas du tout le cas. La répartition par tiers, de toute façon, provoquera toujours des difficultés d'échange et de vote. Donc, ce contexte législatif, il peut aussi nous impacter. Et puisque entre le premier budget et la motion de censure votée contre le gouvernement Barnier et le budget actuel, il y a déjà eu des différences qu'il a fallu intégrer. Le fait que je disais que la loi de finances a été votée en février 2025, alors que le projet de loi de finances est fait comme tous les ans en octobre 2024. Il y a eu au milieu une loi spéciale, juste pour rappel, pour que quand vous entendez l'information, ça vous dise quelque chose. Lorsque le budget n'est pas voté avant la fin de l'année, il n'est donc pas applicable à partir du 1er janvier. Il n'y a plus de budget pour un pays. Et car plus de budget, il ne se passe rien. Aux États-Unis, vous entendez souvent parler du shutdown. Il faut se mettre d'accord en permanence sur le dépassement du budget. Et si on ne vote pas, il n'y a plus rien qu'à payer. Bon, ce n'est pas le cas chez nous, notamment pour ce qui est une loi spéciale qui permet de dire on peut continuer sur la base du budget de l'année précédente sans jamais rien changer de ce qui était prévu. Théoriquement, cette loi spéciale peut s'appliquer pendant un an. En réalité pas, et c'est pour ça qu'il fallait un budget qui a été voté en février. Bon, c'est plus très important, simplement on ne sait pas ce qui se passera en 2025 pour 2026, parce que la situation pourrait être exactement la même. Donc on espère un jour revenir de finances, et pour ce qui nous concerne, c'est quand même plus agréable de l'avoir avant la fin de l'année, puisqu'on sait à peu près où on va, et ça nous permet de donner des informations un peu plus intéressantes à l'Assemblée que nous représentons. Donc, dans la loi de finances qui a été votée, je vous fais un résumé, parce qu'évidemment, la loi de finances est quand même très dense, elle a moins d'un mois. Les mesures relatives aux collectivités locales, c'est évidemment ce qui nous intéresse le plus. Je ne vous ai pas mis le résumé, comme d'habitude, de tous les articles qui nous concernent, sachant que si vous n'avez jamais eu la curiosité de lire la loi de finances, il faut la lire plusieurs fois. Enfin, un article, il faut le lire plusieurs fois pour savoir comment on va le comprendre et comment on va le traduire. Donc en gros, on comprend que la DGF ne va pas changer pour 2025 par rapport à 2024, sauf qu'il y a un tas de mesures qui s'appliquent avec des plus, des moins. Et en fait, quand on est Ludo, on ne sait pas trop si on est dans les plus, les moins ou les calculs. Donc on attend que la préfecture nous envoie le montant de la DGF qui va nous être accordé, parce qu'avant, on ne peut pas le savoir. Théoriquement, on devrait au moins être au même niveau que l'année dernière, et probablement même peut-être un petit peu plus compte tenu des variables d'ajustement qui sont fixées
en plus de la DGF et qui pourrait nous concerner. Le gel de la TVA pour les collectivités territoriales, il est dans ce petit résumé. En fait, il ne nous concerne pas. On ne perçoit pas de la TVA au niveau du don. En revanche, vous n'ignorez pas qu'on touche des sommes qui proviennent d'autres collectivités territoriales qui, elles, euh, perçoivent la TVA pour fixer leur budget. Donc le gouvernement a annoncé qu'il n'y aurait pas de versement supplémentaire au niveau de 2020, enfin en 2025 par rapport au niveau atteint en 2024, après recalcul en janvier 2025. Ce qui veut dire que tout le budget 2025 va être basé pour les collectivités qui nous cofinancent sur la base de 2024. Il y a des précisions concernant la taxe d'habitation. Je vous l'ai dit ici parce que ça peut aussi nous concerner indirectement. Il y a eu beaucoup de flou sur la taxe d'habitation à partir de sa suppression. Comme toujours, quand on supprime un impôt, finalement, il y a en fait quelque chose. Et notamment, il y a un tas d'organismes qui ont été soumis à la taxe d'habitation alors qu'ils ne l'étaient pas. Notamment les sièges sociaux des associations. Donc, ils ont eu une surprise, enfin, la plupart ont eu la surprise de recevoir des taxes d'habitation. Ça a été supprimé par la loi de finances pour 2025. Donc, les associations qui ont payé de la taxe d'habitation en 2024 n'en paieront plus à partir de 2025. Il y a d'autres éléments pour la taxe d'habitation qui ne nous concernent pas particulièrement, mais c'est pas parce qu'elle est supprimée dans les médias, ou en tout cas que c'est annoncé comme ça, qu'elle est entièrement supprimée. Vous savez que pour ceux qui ont des résidences secondaires, il y a toujours de la taxe d'habitation. Et donc la commune de Ludon n'est pas connue pour le foisonnement de ses résidences secondaires, mais il y en a quand même un petit peu. Et donc nous percevons toujours une partie de la taxe d'habitation. Donc l'évolution de la taxe d'habitation continue. Dans le rapport d'orientation budgétaire, la deuxième partie qui concerne, la troisième partie, je dirais, qui concerne la commune, c'est la communauté de communes, évidemment, puisque nous sommes inclus dans un ensemble de communes qui financent et qui ont un certain nombre de compétences. Et donc, la présentation du rapport d'orientation budgétaire par la communauté de communes Médoc-Estuaire a un intérêt pour nous. Bon, comme d'habitude, je ne représente pas l'intégralité du rapport d'orientation budgétaire de la CDC. Dans le document que vous avez reçu, vous avez un certain nombre d'informations complémentaires. J'ai essayé de résumer dans quelques diapositives courtes. Point positif pour nous, c'est que la situation financière de la CDC Médoc-Estuaire s'améliore depuis 2 ans. Pourquoi je dis c'est positif? Parce qu'évidemment, lorsque nous aurons des situations de cofinancement ou d'activité, c'est important que la situation de notre communauté de communes soit meilleure qu'elle n'était. Donc le résultat 2024 est plutôt bon. La projection 2025 est encore meilleure en ce qui concerne et le résultat et l'épargne brute, sur lesquels je reviendrai. C'est important, mais ça a été au prix de certains choix qu'on a vus, et notamment en matière de voirie, par exemple, où il y a eu de gros efforts, enfin, je veux dire, de grosses économies, c'est pas forcément des efforts, réalisés sur certains postes, de façon à retrouver une situation financière plus stable et plus pérenne. Donc, en particulier, c'est annoncé dans le rapport d'orientation budgétaire de la communauté de communes sur la voirie. Nous verrons que ce n'est pas notre cas, nous en sommes particulièrement contents. Je ne te cache pas, Anthony. Donc, il y a 4 pôles principaux. On va dire la gestion des déchets qui est déléguée à la communauté de communes. On sait que c'est une situation qui a tendance à être de plus en plus finance. D'abord parce que les obligations qui sont demandées pour la gestion des déchets sont en augmentation permanente. Et parce que les outils qui sont mis en œuvre sont de plus en plus performants, donc forcément, il y a des coûts qui ont tendance à augmenter
et les taxes qui vont avec augmentent aussi. Vous avez un aperçu de ce que nous appelons dans le jargon des budgets le 012, c'est-à-dire le chapitre du personnel. Donc, il y a 223 agents, euh, un poste qui a tendance à rester assez stable maintenant à la communauté de communes, avec des services qui sont parfois un petit peu compliqués, en tout cas historiquement un peu compliqués, parce que beaucoup de besoins, et comme tous les agents économiques, il est parfois difficile de recruter, d'avoir les agents quand on en a besoin, etc. Donc c'est en tout cas annoncé comme étant assez stable désormais, et c'est plutôt positif en ce qui concerne les services communautaires. La fiscalité, elle est estimée à peu près au même niveau que l'année dernière. On verra que la base des taxes foncières n'est plus décidée par le Parlement, mais calculée automatiquement à partir de l'inflation sous-jacente constatée en octobre de l'année qui précède, donc qui était à 1,7% cette année. Donc les bases de taxes foncières ont augmenté à minima de 1,7%. Il y a deux éléments qui font augmenter la base de la taxe foncière. Il y a ce pourcentage. Il y a évidemment le nombre de taxes foncières que l'on peut percevoir. Et en matière de valeur, évidemment, le taux qu'on y applique. Ce n'est pas aujourd'hui pour ce qui concerne le taux, ça sera au moment du vote du budget. Et les services aux familles, avec notamment la compétence enfance et petite enfance, qui est aussi déléguée à la communauté de communes pour les membres que nous sommes. Notre principaux postes de la communauté de communes. Évidemment, quand on parle de débat d'orientation budgétaire, enfin de rapport d'orientation budgétaire, on finit par la commune, ce qui est quand même la moindre des choses. Alors bon, je vais garder le même visuel, c'est plus facile. Alors on n'a pas les mêmes piliers. On va être, enfin je vais vous donner un peu plus d'informations sur la commune, bien entendu. En ce qui concerne l'évolution de nos dépenses, les dépenses globales du budget seront estimées à 4,8 millions d'euros, hors report et hors écriture d'opérations d'ordre. On y reviendra parce que c'est important de vous en avertir. C'est une des raisons pour lesquelles ça a été un peu compliqué à construire. La section de fonctionnement prévoit 3,13 millions d'euros de budget, où il y en avait 3,09 en 2023. Donc une augmentation assez maîtrisée, mais hors dotation aux amortissements comme l'année dernière, qui représente à peu près 400 000 euros. La section d'investissement est prévue pour 1 750 000 euros contre 1 560 000 l'année dernière. Les recettes sont évaluées à 5,07 millions d'euros, avec une recette des sections de fonctionnement à 3,74 millions d'euros et des recettes de section d'investissement de 1,33 million d'euros. Tout cela hors opération d'ordre, sinon ça ne serait pas compréhensible. Juste pour ne pas rallonger trop, mais pour rappeler quelques règles de construction, les particularités des budgets municipaux, c'est qu'ils sont séparés en deux, le budget de fonctionnement et le budget d'investissement. Et qu'il y a des opérations d'ordre, ce dont je vous parlais depuis tout à l'heure, entre les deux budgets, sachant qu'on ne peut que mettre du fonctionnement vers l'investissement et pas récupérer ce qu'on a fléché à l'investissement vers le fonctionnement. Les recettes de fonctionnement atteignent en 2024 98% du... Pardon, excusez-moi, je me suis trompé de 8. Oui, c'est ça. Le taux de réalisation, pardon, des dépenses, il y avait 2 lignes avant quand même, atteignent 89% du budget prévu pour 2024. Les recettes de fonctionnement, elles, atteignent 98% de la prévision budgétaire. En ce qui concerne les dépenses d'investissement, elles sont réalisées pour 58%, mais il s'agit là aussi de réalisation. Il y a beaucoup de restes à réaliser, c'est volontaire, on le sait dès le départ, dans la mesure où tous les investissements se déroulent au fil du temps et ne s'arrêtent pas au 31 décembre. Donc il y a un certain nombre d'opérations qui sont initiées en 2024 et pour lesquelles nous avions engagé les dépenses
et également prévu les recettes. Et donc, il y a pas mal de restes à réaliser qui ne sont pas dans la réalisation du budget. Comme l'on l'indique, elles seront réalisées en 2025. Donc, le taux de réalisation des dépenses d'investissement est de 58%, le taux de réalisation des recettes n'est que de 48%. Pour deux raisons essentielles, la non-attribution de certaines subventions attendues et le décalage des travaux, puisque si on ne réalise pas la totalité des dépenses, on a aussi un décalage des recettes qui vont avec, puisque les recettes sont la plupart versées après les dépenses, la réalisation des dépenses. Ce qui concerne les dépenses de fonctionnement, l'évolution du chapitre 011 en 2024, la réalisation est de 88,5% de la prévision, moins que l'année dernière. L'année dernière, nous avions 98%. Là, on a pris un peu de marge sur la constitution du budget et surtout, comme je le disais, il y avait quand même pas mal d'incertitudes sur l'évolution des tarifs, notamment de l'énergie. Et finalement, ça a été relativement contenu. En tout cas, l'évolution a été moins percutante que ce que nous pensions. Donc, on a, si on peut dire, réalisé des économies, ce qui n'est pas le cas, c'est juste qu'on n'a pas dépensé ce qu'on n'avait pas eu de dépenser. Les postes les plus importants, évidemment, électricité, gaz, alimentation. Donc, comme je viens de le dire, ont connu une augmentation moins importante que prévu. En revanche, l'entretien du matériel, les primes d'assurance ont dépassé légèrement le budget initialement prévu. Je fais souvent ce petit rappel parce que quand on arrive, on pense qu'une municipalité, c'est super bien traité, qu'on paye tout beaucoup moins cher que les autres. Et en fait, c'est tout à fait l'inverse. Bizarrement, personne ne comprend pourquoi. Il y a des rapports de l'AMF là-dessus. On se rend compte que finalement, les municipalités payent à peu près tout plus cher que la majorité des entreprises, en tout cas, et même que les particuliers parfois. En tout cas, en ce qui concerne l'entretien du matériel et les primes d'assurance, évidemment, vous comprenez que c'est important pour nous. Depuis donc 8 ans que je vous raconte à peu près mes pérégrinations budgétaires, on a dit que c'était important pour nous de maintenir notre patrimoine et notre matériel, parce que faire des investissements, c'est bien, mais si c'est pour laisser courir ce qui existe déjà, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Donc, on apporte beaucoup d'attention, en tout cas, mes collègues en charge de tout ça, le font très bien. J'en profite pour les féliciter. Donc, évidemment, ça a des répercussions financières. C'est important quand même, et on le verra qu'on a encore budgété des choses importantes en matière d'entretien. Cela dit, si on ne dépense que 88,5% de la prévision, c'est que, comme nous l'avions dit au moment du budget du rapport de l'année dernière, des efforts de maîtrise des dépenses ont été réalisés par tous ceux qui sont autour de la table y participent, parfois même ceux qui sont derrière. Donc c'est important parce que lorsqu'on fait un budget, bien sûr il est équilibré, c'est la règle normale réglementaire, mais on espère bien à chaque fois qu'on ne dépensera pas tout. En matière de personnel, nous avons 53 agents, la même chose à fin 2024 qu'à fin 2023, même s'il y a une légère différence de traitement, puisqu'il y a des contractuels qui ont été titularisés. Enfin, on peut dire qu'il y a plus de titulaires que de contractuels, mais le nombre est le même. La fiscalité augmentera de 1,7%, nonobstant la décision que nous prendrons concernant les taux. Et nous avons un pilier qui est important chez nous, qui est la culture et le social, au sens large. Donc, le maintien du soutien aux associations et au CCS. Et si je le mets là, c'est pas complètement innocent, parce que pour ceux qui ou ont des activités dans notre commune ou ont des informations de notre commune, il y a quand même énormément de communes en France qui ont cassé les budgets concernant les associations et tout ce qui était soutien indirect au fonctionnement de la commune. Nous avons la chance de pouvoir continuer à le faire, c'est une volonté de le faire. On a souvent parlé, c'est l'occasion de se rappeler. Il y a un fort maillage associatif dans cette commune et qui participe avec une partie des subventions que nous avons à ces associations ne sont parce qu'elles organisent des manifestations
l'ensemble des citoyens. C'est la règle, c'est pas moi qui l'a dit, mais il faut que je vous donne des informations qui concernent la situation financière de la commune. Alors, comme j'ai beaucoup échangé avec notre conseillère sur les collectivités territoriales, elle m'a dit au moins 3 fois qu'on était très très bien, qu'on pouvait se féliciter d'avoir des finances saines. Alors, je ne dis pas parce que j'en suis responsable, parce qu'en fait, moi, je fais juste le rapport, hein. Je suis responsable de rien. C'est pas moi qui fait que les choses sont bien tenues dans cette commune. Mais ça fait toujours du bien de le dire, c'est toujours plus agréable que quand quelqu'un vient vous dire attention, il faut faire gaffe l'année prochaine. Donc on a une épargne brute qu'on appelle couramment la capacité d'autofinancement, c'est-à-dire l'excédent des recettes réelles sur les dépenses réelles, qui est toujours à un bon niveau, entre 200 et 400 000 euros en général, cette année un peu au-dessus. C'est quand même intéressant parce que c'est ça qui nous permet d'une part de rembourser nos emprunts, qui fera l'épargne nette qui est dessous, et qui nous permet surtout de pouvoir assurer le financement de nos investissements d'avenir. C'est important que nous ayons toujours cet excédent et il est bien situé toujours dans la même ligne. Donc l'épargne nette, évidemment, on soustrait l'épargne brute et le remboursement du capital des emprunts. Vous avez dessous la dette par habitant avec un petit rappel. Donc ça dépend comment on compte, hein, la dette par habitant. La trésorerie n'a pas la même que nous, elle est légèrement supérieure pour la trésorerie parce qu'il compte en population arrêtée par le dernier recensement, alors que depuis le début, nous le comptons avec la population qui est donnée par l'INSEE. Elle est toujours un peu supérieure parce que le recensement, même s'il a eu lieu l'année dernière, il n'est que ponctuel, alors que l'INSEE met à jour en permanence, bien sûr, la population des communes. Donc, moi, je regarde la population donnée par l'INSEE à la fin de l'année 2024, je divise, et ça me donne une dette de 460, à peu près 460 euros par habitant, où la moyenne de la strate est plutôt à 750. C'est quand même important. Nous avons toujours un taux d'imposition qui est parmi les plus faibles de notre strate et une dette par habitant qui est la plus faible. Alors, je ne dis pas ça parce que c'est super positif, hein. Ce n'est pas la question, parce que si on vit avec une bougie, on dépense moins que si on vit avec d'autres biens. Ce n'est pas vraiment le sujet. L'idée, c'est que ça nous permet de réaliser ce que nous avons prévu de réaliser. Je sais qu'il y a des travaux significatifs. Vous en voyez certains actuellement. Quand vous rentrez dans l'Udon, ça dépend par où vous rentrez, hein. Mais bon, on voit quand même qu'il y a des travaux. Il en a encore prévu, on le verra par la fin de ce rapport. Et pas que, puisqu'en fait, ce n'est pas que les voiries qui sont faites. Il y a, vous savez, un pôle culturel qui va voir le jour et pour lequel il y a besoin d'études. Ça ne se fait pas non plus en une demi-journée. Donc, il y a des études sérieuses qui sont faites et donc qui sont déjà prises en charge au titre de 2024. Il y a des travaux significatifs qui ont été faits sur la gravière de Paloumet. Donc tout ça, c'est intéressant. Et puis alors, il y a quelque chose qui ne se voit pas, mais qui a une importance primordiale pour l'avenir de la commune, qui est les travaux qui sont faits sur le PLU. Un plan local d'urbanisme, c'est vraiment ce que ça veut dire, à part quelqu'un à la droite ici, qui sait très bien ce que ça veut dire. Personne ne sait vraiment ce que ça veut dire, sauf que s'il n'y en a pas, ou s'il n'est pas bien fait, c'est un peu bloquant pour ce qui va se passer dans l'avenir de la commune. Donc, tout ça sont des dépenses parce qu'en faire un PLU, ça ne se fait pas dans un coin de table non plus. Il faut des gens dans ce métier, et c'est leur métier. Ils ne le font pas non plus bénévolement. Donc tout ça, ce sont des investissements qui sont nécessaires pour la commune. Donc si je vous rappelle tout ça, c'est que tout ça n'est possible que parce que nous avons un budget qui nous permet d'y faire face. Ça, c'est pas les images de la commune, hein. Bon. C'est bien joli, mais bon. Ouais. J'ai trouvé ça vachement bien de mettre un pôle culturel avec un toboggan pour changer d'activité. Mais bon, après, ça peut se discuter avec les archistes, ça c'est un autre problème. Oui, bien sûr.
Avec la piscine sur le donc les trois pôles, si je puis dire, parce qu'il y en a un qui s'appelle vraiment comme ça, euh, principaux sont l'aménagement urbain, vous le voyez avec la finalisation de travaux de voirie significatifs, enfin, les travaux du 11 novembre, d'abord, qui seront terminés, peut-être qu'Antoine en parlera tout à l'heure, mais d'ici un mois à peu près, quoi, on va dire. Voilà. Bon, il travaille personnellement, donc on le voit en tenue avec sa pelle et tout, donc à mon avis, ça va plus vite. Euh, donc le 11 novembre, qui sera suivi, puisque c'est les perspectives, hein, qui sera suivi d'aménagement de la fin du tour du centre-ville, si on peut dire, avec l'aménagement, je ne vais pas y arriver, bien sûr. Je dis merci Anthony de m'aider. Merci. Non, le 11 novembre, oui, il y a la suivante. Hein, le Grand Communal, voilà, c'est ça. Le Grand Communal, les Chemins du Roi. Voilà. Ça, c'est des projets qui vont voir le jour en 2025 et 2026. Bien évidemment, le pôle culturel, c'est écrit, hein, en fait, je vais tourner la tête, tu l'auras vu. Mais moi, il y a un moment donné, il faudra que je mette des lunettes aussi. Je verrai plus clair, quoi. Il faut que ça rentre dans une diapo, donc c'est compliqué. Euh, Mise en œuvre du pôle culturel, je l'ai dit, c'est quand même un gros enjeu, puisque c'est aussi la gestion de nos associations culturelles dans les pas mal d'années qui viennent. C'est pas quelque chose qui est fait non plus pour durer peu. Donc c'est fait pour durer longtemps, ça demande à être travaillé. Et c'est évidemment un projet qui commencera à voir le jour en 2025 et qui sera très probablement terminé en début 2026, sous réserve de tout ce qui peut se passer dans la construction de bâtiments. Mais enfin, c'est ce qui est prévu en tout cas. Eh bien, on termine par le maintien de l'aménagement et la rénovation des écoles, des équipements sportifs. Ça aussi, c'est pas non plus des dépenses très importantes en termes de budget. C'est une somme de petites dépenses, mais qui sont nécessaires, un, à l'amélioration des conditions d'utilisation des équipements publics, deux, à de activités. On a été interrogé sur savoir que deviendrait le City Park, enfin s'il y avait des choses qui étaient prévues à ce niveau-là. Alors, évidemment, on est une année un peu compliquée puisque on est la dernière année avant les élections. Donc ça, vous le savez. Donc, prévoir ce qui sera fait après 2026, c'est évidemment sujet à caution. Mais ce qui est sûr, c'est que ce qui a été décidé par nous, c'est de ne pas investir sur ce lieu avant que les accès soient sécurisés et améliorés. D'où le fait qu'on ait priorisé les travaux sur la route du Grand Communal, la rue du Grand Communal, qui permettra un accès à la fois plus propre et plus sécurisé de ce point qui est prévu pour accueillir, comme vous le voyez, des jeunes et des familles. La prévision budgétaire pour 2025 s'élève à 2,9 millions, c'est la même que la prévision pour 2024, avec des choses qui étaient différentes, mais c'est le même montant à peu près. Hors remboursement des emprunts, toujours, et sur un budget total de projet de 5,5 millions. Donc on bouclera ce qui était prévu en matière de budget et d'investissement. Il y a trois pôles qui financent les investissements. D'une part, c'est l'épargne brute, merci. C'est l'épargne brute dont j'ai parlé tout à l'heure. C'est l'économie de financement, de fonctionnement qui permet de financer l'investissement, comme le prévoit la loi. Ce sont des cessions d'actifs qui sont devenus non prioritaires pour la commune ou non utilisés, tout simplement. On parle notamment des terrains qui ont été cédés, de certains biens immobiliers qui ont été cédés. Ça participe au financement, bien sûr, des nouvelles installations. Et évidemment, comme pour tout le monde, les emprunts. Alors, je vous ai raconté au fil des années que nous avions une politique d'emprunt assez restrictive pendant plusieurs années, puisque pour mener à bien des projets, il ne faut pas trop, comme un particulier, hein, il ne faut pas trop avoir d'emprunt par rapport à ce qu'on est capable de rembourser.
Et donc, on avait décidé de garder des capacités d'emprunt significatives pour ces gros projets qui restent, notamment le pôle culturel. Donc, on va avoir une deuxième tranche. On a eu une première tranche de financement de 600 000 euros au titre de 2024, aussi parce qu'on n'a pas eu les subventions qu'on prévoyait. Il y a eu beaucoup de suspensions des subventions en 2024. Donc la deuxième tranche que l'on prévoit au titre de 2025, qui est d'1 million d'euros. Donc avec ça, évidemment, comme on continue à rembourser des emprunts, et que le remboursement des emprunts est d'environ 270 000 euros par an, évidemment, l'emprunt par habitant augmente, mais il reste tout à fait acceptable pour notre strate municipale. En ce qui concerne les pôles, le poste de salaire qui va avec, c'est pas des investissements, mais ça reste un pôle en augmentation. Il y a eu des investissements un peu nouveaux, là, dont parlait monsieur le maire tout à l'heure. Il y a une jolie voiture. Normalement, on la présente en assemblée, faire rentrer la voiture, tout ça. Mais enfin, là, on a hésité quand même. Il faudrait refaire le parquet après, ce sera embêtant. Mais bon, ce sont des investissements récents. Évidemment, la création de la police municipale, il y a 2 postes affectés, comme ça vous a été rappelé tout à l'heure. Et l'augmentation des cotisations sociales qui sont prévues par la loi de finances, notamment l'augmentation de la prévoyance pour les agents, de la part employeur de la prévoyance pour les agents qui s'aligne sur la règle du privé. Et le fait que chaque fois que les revenus augmentent, les réductions de cotisations diminuent. Et vous avez sûrement entendu qu'il y avait une réflexion au niveau national sur une réallocation de ces réductions sur les salaires qui auront un impact sur nos cotisations sociales. Moins long que d'habitude, mais c'est parce que j'en ai beaucoup moins dit que d'habitude. Donc j'ai quand même été encore trop long. Bon, je ferai encore moins de diapos la prochaine fois. On n'est pas là pour le temps, mais en fait, il y a de beaux messages qui ont été envoyés. Je retiens notamment le magnifique trèfle à 4 feuilles que nous avons vu à un moment donné. Je me dis que c'est peut-être un signe de quelque chose de bien qui va se passer là-haut et peut-être des dotations qui vont tout d'un coup arriver. Oui, absolument. Ça fait de la chance. Je les cherche dans mon jardin. Semaine de Saint-Patrick, on ne sait jamais sur un malentendu. Voilà. Bien, chers collègues, avez-vous des questions à poser à notre collègue? J'en profite pour te remercier de tout ce travail. C'est quand même un gros travail. Et puis, il y avait un certain nombre de données, tu l'as souligné, qui sont arrivées extrêmement tardivement, donc qui ont fait qu'effectivement, le rapport nous est arrivé tout chaud. Tu as souligné justement, en termes de complément, tu as souligné effectivement que nous avons un certain nombre de travaux qui vont être faits cette année. On en reparlera aussi ici même, hein. Des travaux importants. Ce n'est pas des travaux qui sortent du chapeau, là aussi il faut le rappeler, le redire. C'est des travaux qui faisaient partie de nos engagements et ce sont des travaux qui ne se font pas en claquant des doigts, que ce soit le pôle culturel, que ce soit l'avenue Bertin du 11 novembre, voire la rue du Grand Communal. Ce sont des travaux, il faut savoir, qui ont des temps préparatoires extrêmement longs. Hein, pour l'avenue, je tourne vers M. Montfort, pour l'avenue, ça a été plus de 3 ans avant d'arriver entre les autorisations, les études, etc. Donc voilà, c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête. Les projets ne sortent pas de terre juste parce qu'on a envie et qu'on claque des doigts et on se lève un matin, on sort la pelle et la pioche et on attaque. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Donc voilà, ce temps-là, d'ailleurs, on avait déjà annoncé ici même hein, que c'est un temps long. C'est pas le temps du caprice, c'est pas le temps de l'exigence. Donc voilà, il faut quand même le dire. Et c'est pour ça qu'un certain nombre de ces projets arrivent à maturité sur l'année 2024 et l'année 2025 et 2026 aussi pour ceux qui seront sur le début de 2026. Voilà. Avez-vous des questions à poser à notre rapporteur? Non, d'accord, c'est pas bien de rapporter, mais c'est plutôt bien fait quand même, il faut le dire. Donc je vous demande simplement, non pas de voter, mais juste de prendre acte de la tenue de ce débat, s'il n'y a pas de questions. Qui est contre? Qui s'abstient?
Je vous remercie. Vous allez me permettre un petit retour en arrière parce que, pris par la présentation de notre police municipale, j'ai repris la séance en oubliant, ce qui n'est pas forcément un détail, mais l'approbation du PV de notre dernière réunion. Voilà, donc est-ce que vous avez, concernant ce PV, des questions particulières, le PV du 11 décembre, ou des remarques? Donc, s'il n'y a pas de PV, je le passe aux voix. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Eh bien, je vous remercie. Pour la délibération suivante, je vais passer la parole à mon voisin, Michel Dezin, pour la demande de subvention au conseil départemental concernant justement la construction de notre maison de la culture. Bonsoir à tous. Alors effectivement, chers collègues, je vais vous demander, dans le cadre de la construction de la maison de culture, il est demandé au conseil municipal d'autoriser monsieur le maire à solliciter départemental. Contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Bon, c'était rapide. Il faut juste préciser que il y a un plafond de 250 000 euros et c'était à hauteur de 30% de ces 250 000 euros, c'est-à-dire une demande de subvention de 75 000 euros. Voilà. Mais bon, comme vous êtes des gens sérieux, tout le monde avait déjà lu sa délibération. Le point suivant, il s'agit de modifier, donc de modifications concernant le CNAS, puisque nous n'avons pas, enfin, entre autres, des commissions du CNAS, vous avez les différentes demandes qui ont été formulées, notamment en termes de modification de commission. Donc, Monsieur Vontron et Monsieur Delaporte, qui ont souhaité permuter leur place dans les commissions, bâtiment, réseau, patrimoine et la commission urbanisme environnement. C'est bien ça, je n'ai pas dit de sottise. Donc, on va prendre acte de cette demande. De plus, donc, il y a eu, suite donc à l'émission d'une élue du conseil municipal, il faut aussi désigner, c'était resté en déshérence, une élue au comité national d'action sociale. Donc, je vous propose la candidature. Donc, c'est le comité en fait, qui représente, on va dire, l'action sociale de nos agents, voilà, pour être simple. Et je vous propose la candidature de Madame Soltani. Donc, voilà, je vous demande si vous acceptez ces deux éléments, donc la modification pardon, des compositions de commission et la candidature de Mme Soltani pour être déléguée élue auprès du CNAS. Est-ce que vous avez des questions? Des votes contre? Des abstentions? Je vous remercie. Pour la délibération suivante, je vais passer la parole à Madame Chénion sur la convention de partenariat Baquefort-Ludon-Maco sur les entrées de piscine. C'est dans le cadre du budget participatif, vous aviez compris du coup. J'attends mon assistant. Alors effectivement, dans le cadre du budget participatif 2024, il a été retenu par vote des administrés le projet Passe Piscine. Donc ce projet prévoit l'accès aux Ludonaises et aux Ludonais à la piscine de Blanquefort, au tarif résident Blanquefortais, grâce à une participation budgétaire de la commune. Afin de mettre en place cette tarification, il convient de conventionner avec la commune de Blanquefort. Le conseil municipal, après avoir entendu le présent rapport, après en avoir délibéré, autorise monsieur le maire à signer la convention ci-jointe. Voilà, donc il s'agit, vous avez bien compris, de l'aboutissement du budget participatif. Oui, je peux peut-être donner quelques détails Justement, sur les modalités qui sont C'est le but aussi, voilà. Avant de voter. Voilà, du coup, alors pour les Ludonais, le tarif donc, sera tarif Blanquefort, tarif résident, donc ça sera 3 € au lieu de 5 € pour le plein tarif. Et pour le tarif réduit, ça sera 1,50 € l'entrée au lieu de 2,50 €. Dans la limite de 2500 entrées, cette convention a date limite de 2 ans.
Et du coup, pour les Ludonnais qui souhaiteront pouvoir bénéficier et rentrer à la piscine, il faudra être muni d'un justificatif de domicile de moins de 3 mois. Voilà ce que je peux vous dire. Et les modalités de mise en œuvre donc, seront effectuées dans 2 mois à peu près. On n'a pas de date officielle pour l'instant. Mais du coup, il y aura une communication qui sera faite en ce sens. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Il n'y avait pas de question, non? Il y a des questions? Mais je pense pas, non, parce que c'est des choses qui avaient déjà été évoquées ici lors du budget participatif, donc c'est simplement la formalisation, puisque vous vous rappelez que nous étions en fait en attente d'un retour de nos collègues de Blanquefort à ce sujet, sur cette contractualisation. Voilà. Alors, sur la délibération suivante, donc je suis désolé parce qu'en dernière minute, Madame Soltani n'a pas pu être présente, donc il s'agit d'une convention entre la commune et CCS concernant le remboursement de primes d'assurance. Tout simplement, la commune assure dans un même contrat la commune et le CCAS, voilà, qui trouve son avantage. Et donc, fort logiquement, le CCAS prend en charge une proratisation donc, de cette prime d'assurance pour un montant donc, de 200,18 €. Donc, afin que justement la commune puisse procéder à ce contrat et puis percevoir la somme donc, qui est due par le CCAS, il convient simplement de m'autoriser à signer une convention, sachant que bien entendu, je ne pourrai pas la signer des deux côtés. Donc ce sera le vice-président du CCAS qui la signera. Voilà du côté du CCAS. Avez-vous des questions? Des votes contre? Des abstentions? Je vous remercie. Le point suivant, il s'agit là aussi d'une finalisation, un sujet qui a été plusieurs fois abordé parce qu'il y avait des précisions à apporter, des éléments qui nous paraissaient un petit peu troubles et donc il convenait de clarifier donc, concernant les panneaux photovoltaïques et la manifestation d'intérêt de la société sur les vents. Donc on en a beaucoup parlé dans ces murs, donc avec M. Dezin qui a travaillé sur ce dossier, M. Ventron aussi. Donc là, nous vous proposons enfin de signer cette convention, donc avec tous les documents afférents, et qui, je le précise, fait que nous aurons ces installations, c'était les points d'achoppement d'ailleurs, les études de charge sur les structures seront à la charge du bénéficiaire. Et ensuite, effectivement, l'entretien, on va dire, sera également à la charge du bénéficiaire. Ce qui restera à la charge de la commune, ce sont les visites de sécurité, ce qui est normal puisque ces installations seront intégrées à nos locaux. Voilà, je ne sais pas si vous avez des choses à rajouter par rapport à ça. Oui. Donc, je voulais juste rajouter quelques petits éléments de contexte parce que je suppose que tout le monde a lu la convention, mais c'était juste pour préciser quelques petits points. La durée du contrat est une durée de 30 ans, c'est-à-dire qu'on loue les toitures pour une période de 30 ans à cette société qui installe des panneaux. Rien n'est à la charge de la commune. Et ensuite, au bout de 30 ans, il faudra décider ce qu'on fait pour les personnes qui seront présentes encore dans 30 ans, ce qu'on fait de ces panneaux photovoltaïques. L'objectif était de permettre le développement des énergies renouvelables sur notre territoire en n'ayant pas trop de charges pour la commune. Dans la convention, ce qui est indiqué, c'est que la redevance due à la mairie, c'est 2,5% du chiffre d'affaires, ce qui revient à une estimation entre 100 et 300 € par groupe scolaire, dépendant du nombre de panneaux qu'on installera. Donc ça ne représente pas un montant important, mais ça vient tout de même contribuer aux finances de la commune.
Un point surtout que je voulais préciser, parce que c'est quelque chose qui est souvent mis en avant comme étant un problème sur les panneaux photovoltaïques, le recyclage des panneaux photovoltaïques. Je suis tout à fait disposé à en discuter avec ceux qui le souhaitent, pas maintenant tout de suite, mais autour d'un verre après, par la suite, si vous voulez. Sachez juste que depuis 2022, il y a une usine de recyclage qui est ouverte à Saint-Loubès. Et c'est une usine qui a vocation à recycler les panneaux au niveau, alors pas au niveau national, mais au niveau d'une grande région sud-ouest. Avec un procédé qui est particulier, c'est le délaminage des panneaux, c'est-à-dire que c'est enlevé couche par couche pour pouvoir optimiser au maximum la matière. Dans les panneaux photovoltaïques, il n'y a pas de terre rare. Il y a du verre, il y a du plastique, il y a de l'aluminium, et il y a d'autres métaux comme le cuivre, le silicium ou l'argent. Mais tout ça, c'est des choses qui sont recyclables et recyclées dans la mesure où il y a une filière qui est structurée. Et la raison pour laquelle souvent ce qui était déploré avec les panneaux photovoltaïques, c'est que les panneaux maintenant, les panneaux qui sont désaffectés maintenant, c'est des panneaux qui ont été installés il y a 15, 20, 30 ans. Et ils arrivent sur le marché du recyclage. Donc c'est pour ça que maintenant, ça aurait pu être fait un petit peu plus tôt, mais c'est pour ça que maintenant, il y a des structures de recyclage de panneaux photovoltaïques qui sont initiées et qu'une filière se structure parce qu'il y a de la matière. Quand il y a peu de matériaux à recycler, la filière ne se structure pas. Là, maintenant, il commence à y avoir matière, donc ça peut correctement se développer. Et ce qu'il faudra décider au bout de 30 ans, et ça, on verra pour les prochains, dans plusieurs. Est-ce que notre collègue sera encore là au budget pour présenter le budget dans 30 ans? Il faudra décider si on renouvelle le contrat avec Solevan, si on désinstalle les panneaux, ou alors si Solevan concède à la mairie les panneaux photovoltaïques, et que là, dans ce cas-là, ce sera à la mairie de gérer. Mais là, c'est la même problématique que le contrat sur les bâtiments techniques. Voilà. Merci pour ça. D'accord, merci. Bon, ben, on laissera le soin à nos successeurs de décider d'y devenir ces panneaux. Tu as insisté, c'est vrai, parce que c'était moi mon principal point de blocage aussi, parce que c'est bien de faire de l'environnemental et de l'écologique, mais pas à tout prix. Et moi, j'avais été, je pense que c'est le sens de l'intervention, très, très vigilant et très questionnant justement sur le recyclage, parce que c'est pas tout de se donner bonne conscience en faisant du photovoltaïque, mais si derrière on ne sait pas le recycler, il faut quand même avoir une certaine cohérence. Donc voilà, on a eu effectivement sur ce point de vue-là un certain nombre d'éléments qui nous rassurent. Voilà, avez-vous d'autres questions? Je passe au vote l'autorisation de voter cette convention. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. La délibération suivante concerne la convention territoriale globale, la CTG. Je vais essayer d'être assez rapide. Dit comme ça paraît un gros mot, mais c'est quelque chose d'extrêmement important. Plusieurs élus ici, d'ailleurs, ont participé à la fois aux réunions de lancement et ensuite aux ateliers. Il s'agit simplement, vous savez qu'il y a désormais sur la réforme des collectivités territoriales le partage des compétences entre les EPCI et les communes. Alors, l'objectif, c'était de tendre, au lieu d'avoir des petits projets par-ci par-là, vers un véritable projet global et qui soit conçu à un niveau supracommunal. Donc, c'est ce que nous avons fait au niveau de la communauté de communes. Et ensuite, ce projet supracommunal a vocation à être décliné à l'échelon communal. Voilà. Donc, en gros, la CTG va recouvrir cet engagement conjoint entre la CAF, la CDC et les communes, va rejoindre l'ensemble de thématiques. Celles qui ont été retenues, c'est la petite enfance, la jeunesse, le soutien à la parentalité, l'animation de la vie sociale, l'accès aux droits et l'inclusion numérique, le logement, le handicap. Voilà. Donc la signature, en fait, c'est une période de 5 ans, et ainsi, sur ce socle-là vont être déterminées les différentes prestations. Alors, j'essaie d'être assez synthétique. Alors, ce qui concerne la CTG, en fait, c'est le CTG PEDT, projet éducatif de territoire également. Donc, CTG PEDT compte 28 actions, mais ces actions ne seront déclinées, ne seront lancées qu'après accord de la CAF, c'est-à-dire elles ne sont pas lancées comme ça, et puis après on verra. Donc, le financement est étudié en aval. Donc,
qu'est-ce que tu dis? Non, en amont, pardon, j'ai dit en aval, non, en amont, pardon. En amont, tant pour moi. Avant, on va dire avant, c'est plus simple, ça évitera le côté marin. Voilà. Donc, il y a eu un diagnostic en termes de procédure et de démarche. Il y a eu un diagnostic partagé, des comités techniques et thématiques, je redis, un certain nombre d'élus qui sont ici autour de la table ont siégé dans ces comités, et donc une CTG qui a été validée en fin d'année 2024. Donc là, ce qui est l'actualité de cette délibération, c'est d'autoriser le maire à signer, à co-signer ce CTG PEDT afin de bénéficier du soutien CAF sur les actions qui pourront être menées dans notre commune, parce qu'un certain nombre des compétences sont exercées par la commune. Donc, dans la mesure où nous aurions la participation à des actions qui ont trait à ces compétences et en lien avec ces compétences, eh bien, ça nous permettra de pouvoir solliciter la CAF. Voilà, j'ai essayé de vous la faire très rapide parce que le document lui-même, il fait aussi une bonne centaine de pages. Donc, j'ai essayé de vous le résumer, mais je suis ouvert à vos questions. Bien, ben, s'il n'y a pas de questions, qui est contre, qui s'abstient, je vous remercie. Je passe la parole pour une subvention exceptionnelle à Monsieur Garcia. Donc, je n'ai pas préparé une présentation, même si ça l'aurait mérité quand même. Donc, vous le savez, tous les ans, la Médocaine VTT traverse la commune. Cette année, ça aura lieu d'ailleurs le samedi 24 mai. J'en profite à l'occasion pour faire un appel à tous les bénévoles qui nous rejoignent tous les ans pour sécuriser le passage de ces vélos à travers la commune et aussi pour organiser le ravitaillement, puisque nous sommes commune d'accueil. Il y a à peu près 2000 vélos qui passent sur la commune. Cette année, les parcours ont été légèrement modifiés. Et nous sommes cette année sur la 25e édition de la Médocaine VTT. Et nous avons été sollicités par les organisateurs, puisque pour cette 25e édition, ils veulent vraiment que ce soit un moment fort. Et alors, pour ceux qui ne connaissent pas l'organisation, les vélos partent d'Arsac, traversent notre commune et principalement toutes les communes de la CDC, et finissent à Arsac. Et lors de leur retour à Arsac, le soir est organisé un grand repas pour tous les participants qui se sont inscrits, avec une soirée animée et qui se clôture par un très beau feu d'artifice tous les ans. Et ce qui a été programmé cette année pour marquer cet événement de la 25e édition, ça a été encore plus de magnifier ce feu d'artifice et un investissement encore plus important. Donc nous avons été sollicités par les organisateurs, puisque l'idée c'est de dire que cette soirée-là va mettre en valeur tout notre territoire, va mettre en valeur encore plus l'événement. On sait que nos bénévoles sont tous invités à participer à cette soirée. Donc nous avons été sollicités pour être solidaires dans le cadre de ce feu d'artifice. Et donc nous allons octroyer exceptionnellement, j'insiste bien sur la notion exceptionnelle, ça a bien été revalidé avec eux, pour cette année, une subvention de 300 €. Est-ce que quelqu'un est contre? Donc, si personne n'est contre, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que quelqu'un s'abstient? Merci à vous. Bien, merci. Subvention suivante, c'est je l'avais annoncé, vous avez tous bonne mémoire, je l'avais annoncé lors des vœux. J'ai dit que lors du prochain conseil municipal, ce serait à l'ordre du jour. Vous savez que nos concitoyens de Mayotte ont subi un cyclone dévastateur en fin d'année dernière, donc le cyclone Chido. Et donc, dans ce cadre-là, la solidarité, à mon avis, est tout à fait nécessaire. Donc, ce qu'il est proposé, c'est d'octroyer en faveur de Mayotte une subvention. Alors, une subvention qui passera par le système qui a été mis en place par l'Association des maires de France, avec un partenariat, c'est noté, vous l'avez vu, entre la protection civile, la Croix-Rouge, etc. Donc, de manière à ce que ce don de la commune, ce soutien de la commune, soit utilisé de manière efficace et ciblée auprès de la population mahoraise. Voilà. Donc, je vous propose un don de 500 €, si vous en êtes d'accord. Avez-vous des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Ben, je vous remercie. Et je pense qu'il en sera fait, même si ça reste modeste, il en sera fait bon usage.
La dernière délibération, pardon, l'avant-dernière délibération, concerne le tableau des effectifs, les ouvertures de postes. Nous avons actuellement des personnels, on va essayer de ne pas être trop technique, qui sont en plan personnel de reconversion, des PPR. Suite à ces reconversions, ce sont donc des personnels qui vont devoir changer de cadre d'emploi, puisqu'ils ne peuvent plus exercer dans la filière technique. Donc, nous allons vous proposer de les reverser dans la filière administrative avec, au sein de nos services, donc des emplois qui sont qui sont déjà d'ailleurs, dans le cadre de leur plan, qui sont déjà exercés aujourd'hui et des restructurations avec des départs à la retraite à venir. Donc, un plan qu'on envisage à long terme sur une réorganisation des services. Voilà, donc l'idée, c'est de vous proposer simplement l'ouverture de ces postes et le moment venu, lorsque le plan de reconversion sera terminé, nous serons bien sûr amenés à fermer les postes qui existent dans la filière technique. Donc, il ne s'agit pas d'une création de postes, mais bien d'une transformation de postes. Avez-vous des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. La délibération suivante, c'est là aussi la suite de choses que nous avons déjà vues ici, puisque nous avions voté des intentions concernant, vous rappelez, la consultation des contrats d'assurance des risques statutaires, donc 2026-2029. Vous vous rappelez que nous avions voté notre intention justement de participer à l'appel d'offres, proposition plutôt du CDG 33, donc de mutualiser ces appels d'offres. Donc aujourd'hui, ce qu'on vous propose tout simplement, c'est de charger, de m'autoriser à signer avec le centre de gestion qui se chargera de lancer la procédure de marché public, éventuellement de souscrire, puisque je le rappelle encore, on n'a pas d'obligation, c'est simplement qu'on pourra participer au marché et donc souscrire les contrats d'assurance le moment venu. Donc, en compagnie des autres collectivités locales, bien sûr, qui sont adhérentes, et elles sont nombreuses. Et les contrats, vous avez effectivement les risques couverts qui sont indiqués. Je ne vais pas tous vous les citer dans la délibération. Ce sont des risques statutaires qui doivent être couverts statutairement pour les agents, qu'ils soient affiliés à la CNRACL ou à l'IRTANTEC, voilà, selon leur statut. Voilà. Et donc le contrat aurait un effet au 1er janvier 2026 et une durée de 4 ans. C'est ce que vous disiez, donc 2026-2029. Voilà, est-ce que vous avez des questions? Donc là aussi, on reviendra vers vous en fonction des résultats de cette consultation. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Alors, ensuite, au chapitre des questions diverses. Pas mal d'informations et de questions diverses. Alors, nous avons toute une série d'enquêtes publiques. La première enquête publique, c'est terminé. Vous l'avez peut-être encore en mémoire. C'était du 20 janvier au 21 février 2025, qui concernait la Gironde et les Landes. Il s'agissait de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique du réseau aquitain de canalisation de transport d'hydrocarbures liquides par Antis-en-Bèze, Gagnon-Berganton et Lugos-Sillac. Autrement dit, les canalisations concernant la société pétrolière Vermilion. Donc, il y a eu une permanence à Ludon, il n'y a pas eu, selon les éléments que j'ai sur la totalité donc, des consultations, je crois qu'il y a eu 8 participations, une participation associative. Sur la permanence à Ludon, il n'y a eu aucune personne ne s'est présentée. Et donc, les commissaires enquêteurs ont rendu une conclusion favorable à l'utilité publique. Voilà, donc, je vous en informe, puisque la commune était concernée par le périmètre de cette enquête publique. Deuxième enquête qui a lieu du 18 mars au 30 mai. Alors, elle a été publiée, c'est affiché, on l'a diffusé aussi sur les différents réseaux de communication de la mairie. Donc, du 18 mars au 30 mai, c'est l'enquête GILA. Donc, GILA, c'est Gironde de Loire-Atlantique. Il s'agit en fait d'un axe électrique, on va dire, de la façade atlantique. Donc, une haute tension, on va dire simplement, qui permettrait d'amener l'électricité à travers l'océan Atlantique pour renforcer le réseau du Sud-Ouest, puisque le Sud-Ouest a une entière population. Donc, il convient de renforcer le réseau électrique
avec un fuseau, on va dire large, qui va en fait du Sud-Médoc au Nord-Médoc. Donc là, l'enquête, c'est la concertation préalable du public. C'est à votre disposition, j'ai les documents ici, hein, donc tout est présenté sur l'utilité, le pourquoi, etc. Donc, nous, encore une fois, il s'agit d'une concertation préalable, donc cette ligne qui est prévue à l'horizon 2034 et qui fera à peu près 400 km de long. Alors, les fuseaux, on ne les connaît pas encore. Nous, de notre côté, bon, on va attendre de voir ce qu'il en est réellement, puisque je rappelle, c'est une concertation préalable. Bon, sur l'utilité, pas forcément bien placé et assez expert pour en parler. Peut-être que mon voisin de droite serait plus expert que moi. Simplement, nous, il faut que nous soyons vigilants parce que dans les fuseaux, nous pourrions être concernés. On voit aujourd'hui qui sont posés par l'autre ligne, la ligne de Bilbao pour faire simple, les travaux sur la commune de Mâcon. Donc, on va être très attentif si les fuseaux proposés venaient à être dans notre secteur. Voilà, pour l'instant, par rapport à ça, donc chacun peut s'exprimer, mais il n'empêche que c'est aussi le regret qu'on peut avoir, c'est que cette concertation, comme la suivante d'ailleurs, sont, j'allais dire, assez techniques, et donc il n'est pas toujours facile de se prononcer avec des éléments que l'on maîtrise entièrement. La dernière enquête, donc c'est un peu chronologique aussi, c'est le projet dit EME, E2ME, Electromobility Materials Europe. Donc il s'agit du projet d'unité de conversion de nickel et de cobalt pour la mobilité électrique sur la zone industrielle ou portuaire de Parampure et de Blanquefort. Voilà. Donc là aussi, c'est une concertation préalable. C'est cette usine qui est prévue sur le ponton de Gratte-Quinard, tout le monde voit où c'est. On pourrait le palus à Parampure, c'est le portail, c'est tout droit, c'est au bout. Alors, il est sûr que ces industries-là, pour la mobilité électrique, c'est un manque dans notre pays. On a besoin de réindustrialiser notre pays, ça c'est une certitude. Maintenant, il y a par rapport à ce projet, alors là, le dossier, pareil, il est téléchargeable. Je crois qu'il a été mis en ligne. Je me tourne vers. Non, En mairie. on n'a pas encore mis en ligne? En mairie. Pardon? En mairie. Disponible En mairie, pardon, oui, pardon. Oui, mais on a fait une information. Voilà, on fait l'information, le dossier est consultable en mairie, et avec les liens, c'est pour ça que je dis en ligne, en fait, les liens, vous allez directement sur le site, vous pouvez le télécharger. Alors celui-ci, j'ai eu aussi l'occasion de le lire, il est extrêmement technique. La vraie question qui se pose, c'est la question environnementale, puisque c'est dans une zone qui est aussi du Byzantin, c'est le officiel, au Grenat, dans une zone humide. Là où moi je suis très embêté, c'est que ici, lorsque nous voulons faire ne serait-ce qu'une petite extension d'une maison dans les zones humides, c'est impossible. On a des fins de non-recevoir systématiques. Je retourne vers l'adjointe à l'urbanisme. Et là, sur un tel projet, on s'aperçoit que finalement, ça pourrait être possible. Donc, ce deux poids, deux mesures me dérange beaucoup. Et me dérange beaucoup, pas parce que nous, on a des refus là où d'autres peuvent être autorisés, mais c'est une vraie question environnementale qui se pose. Alors, ça n'est pas expliqué dans le dossier, justement, mais peut-être existe-t-il, probablement même, d'autres opportunités d'emplacement, avec d'autres questionnements, bien entendu. Opportunités d'emplacement soit ici dans le secteur, soit peut-être un peu plus loin, parce que je le redis pour une fois, à l'échelle du pays, c'est quelque chose d'important. Donc, je pense que nous verrons sous quelle forme et avec quel texte, mais je vous en mettrai auparavant, nous participerons, parce que, par exemple, on peut imaginer que la friche de Ford est quand même assez importante pour installer cette usine, mais ça sous-tendrait une noria de camions et de semi-remorques, donc c'est à réfléchir. On a un secteur d'Ambès dans lequel, me semble-t-il, il y a encore des endroits non occupés, et dans lequel, justement, c'est un secteur Céveso, donc ne serait-ce en termes de protection, parce qu'il y a ça aussi, il y a tous les services de secours qui doivent être organisés. Donc il y a peut-être ce secteur-là aussi qui peut être envisagé. Donc voilà, moi je crois que c'est vraiment sur tous ces créneaux-là qu'il faut réfléchir. Un autre créneau, c'est l'avant-port de Bordeaux, l'avant-port du Verdon, qui alors lui dispose de terrains et qui sont peut-être même pas de la même nature que celui-ci. Bon, il y a actuellement, vous le savez, un projet de ferme aquacole, mais il y a encore du terrain disponible à cet endroit-là.
Et bon, peut-être avec la même problématique, je ne sais pas, mais voilà, il y a toute une réflexion, je crois, qui doit être approfondie et qui donne un certain nombre quand même de questionnements par rapport, non pas, je le répète, à la nécessité de ce projet, mais à la manière dont il va être implanté. Voilà, je pense. Ça vous inspire de réflexion. Merci pour cette intervention. Oui, je te rejoins là-dessus, sur le constat qu'il faut ce type d'activité industrielle. C'est mieux que ce soit fait dans nos contrées au niveau national ou régional qu'un petit peu plus loin dans le monde, avec des conditions de travail un petit peu moins correctes et des conditions environnementales un petit peu moins correctes. Donc, il faut que ça soit fait plus localement. Par contre, absolument pas sur les bords de l'estuaire de la Gironde. C'est un non-sens au vu des années à venir et du réchauffement climatique, plutôt du changement climatique qui va arriver. Il y a une utilité primordiale des zones humides sur les bords de l'estuaire de la Gironde. Et il faut maintenir ces zones-là le plus sauvages possible pour qu'elles puissent servir comme tampon en cas d'inondation. Parce que malheureusement, il va y avoir des événements météorologiques qui seront très importants, beaucoup plus importants qu'on connaît aujourd'hui. Donc, la zone humide a une utilité essentielle. Sinon, on risque de se retrouver un petit peu les pieds dans l'eau. Merci. Y a-t-il d'autres interventions à ce sujet? Donc voilà, c'était une information. Autre information, donc là par contre, je sais que c'est publié, c'est en cours jusqu'au 30 avril. Nous reconduisons, pardon, la proposition à 14 jeunes de lui donner de rejoindre nos services pendant l'été à raison d'une semaine en binôme égalité filles-garçons, bien entendu, 7 garçons, 7 jeunes filles. Donc, les candidatures sont lancées à restituer, on a encore un peu de délai, c'est jusqu'au 30 avril, donc les candidatures sont possibles. Voilà, donc toutes les informations ont été diffusées sur le site, sur le Facebook aussi, je crois, enfin sur nos réseaux. Donc, n'hésitez pas à en parler autour de vous, aux jeunes qui pourraient être concernés, et volontaires, bien entendu. Autre point, autre information, alors il y a des choses dont on a déjà parlé ici, mais c'est juste pour faire un petit point. Le pôle culturel, donc un comité de pilotage s'est réuni, il y a eu un travail qui a été fait en commission, donc le dossier avance. Un pré-projet a été d'ores et déjà sélectionné, il va être affiné, notamment sur la méthode de construction qui doit être affinée et choisie dans les prochains jours. Hein, donc, Michel reviendra vers sa commission pour solliciter leur avis. Et puis ensuite, nous prendrons une décision. Et lorsque le pré-projet, puisqu'on a déjà donné un certain nombre de remarques, lorsque le pré-projet, je dis bien, sera prêt, bien, nous pourrons à ce moment-là le présenter de manière publique aussi aux riverains. Voilà. Donc ça, c'est une chose, on en a parlé tout à l'heure, mais encore une fois, c'est des choses qui se font pas en claquant des doigts et on prend le temps d'essayer de faire les choses correctement. Autre chose, on en a parlé tout à l'heure, les travaux de l'avenue du 11 novembre qui se poursuivent plutôt bien et qui devraient se finir un peu avant ce qui avait été annoncé, mais on ne va pas le dire trop tôt, hein, on va garder le délai qu'on avait prévu, on sait jamais, on n'est jamais à l'abri d'un aléa. À venir, les travaux de la RD 209 qui vont, là aussi, ça sera confirmé assez rapidement, travaux de la RD 209, la portion qui va entre le pont du Despartin et puis le giratoire du chemin du Roi, qui sera faite en 2 temps, 2025 et 2026, avec une première tranche qui va intervenir de juillet 2025 à décembre 2025, avec, et ça c'est, on a essayé de travailler dessus, mais c'était très compliqué, avec une fermeture totale de la voie. Fermeture totale de la voie, c'est assez simple à expliquer. 2 éléments. Le premier, c'est que la voie faisant 5,50 m, quand on met le balisage, les travaux, etc., il reste 1,80 m. On sait bien que ce n'est pas assez large pour circuler. C'est la première chose. Et deuxième chose, en termes techniques, je me dis si je dis une bêtise, mais je ne pense pas. En termes techniques, en fait, c'est la totalité de la voie qui va être refaite. C'est-à-dire y compris le soubassement. Donc c'est des gros travaux et c'est
techniquement pas l'idéal de faire ce genre de travaux-là en demi-chaussée, mais plutôt en chaussée complète. Voilà. Donc, on aura ce souci-là. Ce qui m'inquiète un petit peu, c'est que dans le même temps, vous le savez peut-être déjà, il y aura aussi, alors il y aura un sens alterné montant de 6h à 9h le matin et descendant le soir, je crois que c'est de 16 à 19, ou 16, non 16 et puis toute la nuit, entre le futur rond-point du Golfe, pour ceux qui vont la route du Golfe de Bordeaux, il y aura un rond-point pour aller jusqu'à la rue de la Jalère, parce qu'il y aura des travaux à ce niveau-là. L'un des éléments de ces travaux étant, ça je l'ai appris récemment, vous savez que quand les gens, les VIP, on va dire, vont au Matmut, ils passent sur la droite, ils retraversent la route, ce qui crée des embouteillages. Donc l'idée, c'est de faire une voie de délestage d'une vingtaine de véhicules pour que ça ne fasse pas d'embouteillage. J'ai dit honnêtement aux gens qui m'en parlaient que je n'en étais pas persuadé. Donc il y a entre autres ça et puis une circulation pour les vélos, si j'ai bien compris. Pardon. Ben, peut-être que les Girondins vont remonter, on ne sait jamais. Bon, voilà. Donc tout ça, ça va se cumuler. Après, je n'en sais pas plus. Ça m'a permis de dire aussi et de redire ici que si ces travaux-là, de toute façon, à un moment donné, il faut bien les faire. Ça crée, on en est conscient, des perturbations. Ce que je regrette, c'est que c'est l'articulation entre tout ça et principalement le fait que on a une ligne de chemin de fer qui, si elle avait été en son temps développée comme il faut, aurait aujourd'hui un cadencement, serait attractive, parce que pour ceux qui prennent le train, ben, le matin, il y a des ludons, les gens sont debout, enfin voilà, il y a vraiment un problème à ce niveau-là qu'on n'a pas cessé de souligner. Et si aujourd'hui, ben, il y avait cette ligne qui fonctionnait avec un vrai cadencement urbain, ben, ça serait peut-être déjà un moyen d'éviter les embêtements pour les personnes. Ensuite, à notre échelle communale aussi, c'est ce qu'on a souligné avec M. Montfort, c'est que nous avons aussi nos travaux sur la rue du Grand Communal, qui elle aussi sera fermée. Donc il y aura de question de déporter le trafic sur cette rue-là. Donc les services doivent réfléchir à une autre voie de délestage pour le trafic, et notamment des poids lourds. Voilà. Donc là, pour l'instant, on n'a pas le retour de ça, mais ça sera probablement par la D2. Voilà, donc j'essaie d'être le plus exhaustif possible par rapport à toutes ces informations. La dernière, après je passerai la parole à M. Garcia et Mme Barbera. Dernière information, vous le savez, je vous l'avais dit il y a déjà longtemps, nous avons eu une procédure au tribunal administratif en 2020 de Mme Geoffroy contre la mairie de Meudon. Procédure donc qui avait été tribunal administratif rejetée. Il y a eu une procédure d'appel qui vient de s'achever avec prononcé du jugement qui est intervenu le 25 mars 2025. Donc la Cour d'appel administrative, je vous le dis, décide, article 1, la requête de Mme Geoffroy est rejetée. Article 2, Mme Geoffroy versera à la commune de Ludon-Médoc la somme de 1 500 € au titre de l'article L 761-1 du Code de justice administrative. Voilà, vous en êtes informés et vous savez où a été. Je crois que j'ai à peu près tout dit, il y en avait pas mal ce soir. Monsieur Garcia, la Barbera, c'est à vous. Bon, sujet un peu plus léger. Juste, vous avez vu, le foyer a été réaménagé aujourd'hui pour ce conseil, mais ce week-end, il a connu quand même de très grands événements. Et plus que jamais, la scène ouverte 2025 a été le lieu vraiment d'une découverte de nouveaux talents, n'est-ce pas, monsieur le maire? Et d'ouverture d'esprit qui répondait totalement à sa raison d'être. Donc voilà, je voulais quand même revenir dessus. On a vécu un moment assez épique vendredi soir pour ceux qui étaient là. Et ceux qui n'étaient pas là, ben, prenez vos places pour l'année prochaine. L'actualité, ben, à toi la parole, puisque maintenant le mois de la culture n'est toujours pas fini. Dieu sait si ce mois de mars il est long, lui donc. Alors, venez nombreux, notamment dimanche, le 25e salon du livre. Donc, il va y avoir une vingtaine d'exposants, des animations, à partir de 10h à 18h. Ouais, je ne parle pas dans le micro. Je n'ai pas encore été assez briefé par M. Garcia. Colle-le au menton. Là, Comme ça, tu réfléchis plus. Tu mets là et du coup, tu réfléchis plus. c'est super.
L'association ATN aussi fait un vide atelier dans la salle Agora de 10h à 18h. Donc n'hésitez pas à aller les voir. Vous pouvez repartir avec des. Le samedi 5 avril, avec la 6e fête du jeu de l'association Je me fais la malle, dès 15h et une nocturne à partir de 19h. Comme on vous dit, le mois de la culture va aller jusqu'au samedi 12 avril. Vous avez l'association Les Colonnettes d'Asseoir qui nous propose leur pièce de théâtre en plein dedans. Donc toujours pareil, le mois de la culture, c'est ouvert à tous, donc notamment pour une gratuité pour tous. Et ça sera notamment pour le théâtre en entrée à prix libre. Il y aura une sortie au chapeau, comme on dit dans le terme de théâtre. Et donc, nous aurons clôturé ce superbe mois de la culture, pour lequel beaucoup de membres de la commission se sont mobilisés, soit le chapeau de Sandra, justement, qui a mené ça d'une main de maître pendant ces 6 semaines. Les vacances arriveront, on va mettre un petit stand-by, puisque vous le savez, il y a beaucoup de fériés au mois de mai. Et cette année, ça tombe des jeudis, comme nous aurons des week-ends de pont, ce qui fait qu'il y aura peu d'activités sur le mois de mai, après les vacances scolaires. Et donc, nous nous retrouverons le 24 mai avec la Médocaine VTT qui traversera la commune. Ensuite, et je souhaitais en parler avec vous, puisque c'est déjà un sujet et déjà source de débat. Le 24 mai, il y aura donc la Médocaine VTT. 1er mai, 8 mai, il y aura des week-ends de pont. Le week-end d'après, le 31 mai, c'est le week-end de la Pension. Le week-end d'après, nous sommes le 5 juin, c'est le week-end de Pentecôte. Et donc, en tenant compte de tous ces aléas-là de calendrier, il ne nous restait qu'une option pour positionner la tant attendue fête du printemps et de la terre. Et elle aura lieu si vous avez bien calculé, le 13 juin. Tout simplement parce qu'il n'y avait pas de week-end disponible. Le week-end de Pentecôte, les forains sont déjà occupés par ailleurs et on s'est toujours engagé à ne pas se positionner sur le week-end de Pentecôte. Ça suscite un débat quand même, la date retenue, mais bon, voilà, on n'a pas le choix. Le week-end d'avant, c'est l'Ascension. On sait que les données, traditionnellement, ce port de l'Ascension est quand même. La commune est assez calme et on a besoin de bénévoles, puisque c'est aussi l'organisation de notre fête. On a une fête qui est faite par les associations. Et donc, on a besoin des bénévoles. Et donc, on doit aussi respecter leurs agendas. Le week-end d'avant, il y a la VTT, c'est le même problème, puisque le jour de la Médocaine, les bénévoles le soir souhaitent participer à la soirée, on ne veut pas les en priver ou les en pénaliser. Et en plus, vu l'organisation de la fête, faire passer les vélos, ça devenait trop compliqué. Donc voilà, nous nous retrouvons au 13 juin. Je voulais clairement l'aborder avec tout le monde. Je sais que ça peut contrarier, ça peut surprendre. C'est le même problème tous les 5 ans. Et dernière remarque, on pourrait nous dire, oui, pourquoi vous ne l'avez pas fait le seul week-end de mai qui est disponible, à savoir le 16 ou 17 mai. Mais l'année dernière, vous l'avez vu, la fête du printemps s'est passée à l'extérieur. Et c'était quand même, ça n'avait rien à voir avec ce qui se passe quand on est au gymnase. Alors bon, j'espère que je ne me porte pas la poisse ce soir. Mais je pense qu'on a plus de chances d'avoir un temps clément le 13 juin que le 17 mai. En tout cas, même si le temps est clément le 17 mai, le soir, il risque de faire quand même assez frais. Donc, puisque ce sera la semaine des scènes de glace, en plus. Donc voilà, donc on sera le 13 juin pour la fête du printemps et de la Terre, édition 2025, la 75 14. Oui, ouais, parce que pour la 75, on vous prépare quelque chose. Enfin, ouais. Oui, ouais, juste, on le laissera pas prêt, donc on le prépare au dernier moment, mais on préparera quelque chose de bien sûr, là, ouais. Juste. Bien, merci. Ben, écoutez, s'il n'y a pas de... Donc voilà, on termine sur un temps pas. Ah oui, pardon, Michel, une petite info rapide. Oui, vous avez constaté qu'il y a eu des... Vous avez constaté qu'il y a eu des travaux sur le rond-point du matériau du pont. Un véhicule qui rentrait carrément dans un poste dans la nuit, il y a 3 semaines environ. Alors l'info que je vous donne aujourd'hui, la procédure a été très longue parce que le poste il est à refaire entièrement. Vendredi 28, ils vont mettre, c'est un poste en préfabriqué, donc il va être construit dans la journée. Mais la moyenne tension sera reprise
afin d'alimenter ce poste chambre neuve et également Palanquette. Donc vendredi soir, ils vont rétablir le courant, sauf que samedi, ils vont recouper afin de changer tout le matériel qu'il y a à l'intérieur, le trafo, les cellules, les câbles, tout, afin d'arrêter les groupes électrogènes. Voilà, donc samedi soir, logiquement, tout sera remis. Il y aura le rond-point de toute la zone industrielle, également côté Paloumeil, où ça sera la rue de Paloumeil plus chemin de Ducamp. Ducamp, pardon. Ouais, c'était pas placé, j'ai pas de chemin à mon nom, hein, c'est pas. Voilà, donc oui, bon, ça a été une sacrée affaire parce qu'effectivement, le transformateur a été complètement détruit. Donc, effectivement, ils ont l'électricité hein, actuellement, mais sous forme donc, de groupes électrogènes, et c'est pas très confortable. Donc, voilà, c'est juste, on publiera demain, ce soir, je sais pas, voilà, petite information quand même pour les riverains, de manière à ce que ça permettra justement d'avoir une desserte électrique qui sera de nouveau stabilisée. Voilà. Bah, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions. En attendant, voilà, de remettre la haute tension en place. Et voilà, s'il n'y a pas d'autres questions, mais je vous donne rendez-vous le 9 avril de mémoire pour notre voilà, pour la prochaine édition, comment dire, du conseil municipal, édition qui aura pour objet principal, bien entendu, le budget. Donc, M. Gonzalez sera à nouveau à l'honneur. Voilà, bah, écoutez, je vous remercie. Je vous souhaite à toutes et tous une belle soirée. Merci beaucoup.